Bonjour Charles, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Genèse de l'Homme Nouveau. Notre thème d'aujourd'hui sera l'intelligence de l'intelligence. Depuis toujours, l'homme essaie de quantifier son intelligence et d'en cerner la nature profonde. Que ce soit en mesurant son quotient intellectuel ou à travers ses prouesses mémorielles, il a toujours cherché à faire valoir son intelligence et s'est constamment servi d'elle comme mesure d'excellence et de supériorité. L'homme a cette tendance à s'accrocher et à se perdre dans les flots de connaissances qu'il a acquis de par sa capacité à découvrir, créer et résoudre des problèmes en vue de s'adapter à son environnement. Les temps modernes ont vu la création de machines relativement intelligentes et très sophistiquées. Ces machines n'ayant pas les mêmes limitations que lui, plus il avance dans ce domaine, plus il essaie de trouver le Graal qui lui permettrait de leur donner une intelligence supérieure ou égale à la sienne. Mais l'homme sait-il seulement se situer par rapport à sa propre intelligence? Alors Charles, aujourd'hui j'aimerais voir avec vous ce qu'il en est exactement de l'intelligence, d'où provient-elle, quelle en est la nature profonde, en fait, qu'est-ce qui la sous-tend et comment est-elle conçue? Alors, c'est ça. Fait que c'est une intelligence supérieure. C'est l'intelligence de l'intelligence. D'une sorte d'intelligence. Mais le problème, c'est que l'homme, l'être humain, il se croit dans son intelligence ou dans de l'intelligence, quand en fait, il lui manque beaucoup de parties d'une certaine intelligence. Il n'est pas dans l'intelligence du système. Alors, quand ça lui arrive, à ce moment-là, ben, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il voit rien, il baigne dans l'eau, dans le liquide de l'intelligence psychologique à laquelle il est habitué. C'est ça le problème. Alors, l'intelligence dont je parle, c'est rare que ça n'arrive pas souvent, j'en parle au niveau d'une intelligence, mais dans ce cas-ci, on peut en parler dans une sorte d'intelligence, mais c'est de l'intelligence réelle dans le sens que c'est à ça que sert la capacité intellectuelle de l'homme, que doit servir la capacité intellectuelle de l'homme. Mais il lui manque des paramètres. C'est ça le problème. Les paramètres sont la mécanique systémique, comment il fonctionne, comment ça fonctionne des émotions. Ça devient des émotions parce que l'ego embarque dans les justifications ou la pensée qui vient avec la mise en vibration, etc. Il y a un déclencheur, il y a la programmation qui se déclenche. À ce moment-là, il y a une mise en vibration et l'ego embarque. C'est ça que l'homme vit. C'est normal pour lui. Il appelle ça des émotions ou il appelle ça autre chose. Quand c'est trop, ben à ce moment-là, il appelle ça des émotions. Mais ce sont tous et toutes des émotions. Toutes ces réactions sont des émotions. C'est ça le problème. Même quand c'est sain, ces réactions sont saines à la base. Il les amplifie par sa pensée, la peur, etc. Ça sert à la mise en vibration devant des événements où notre vie est en danger, où il peut arriver quelque chose, se blesser, etc. Ça sert. Le problème, c'est que l'être humain va amplifier ça par la pensée. Il est pas ajusté à cette réalité multidimensionnelle. Alors, il va amplifier par la justification, par la pensée. Tous ces réactions, entre parenthèses, normales, disons. Alors, il va avoir peur, il va avoir des craintes énormes, etc. Oui, justement, il essaie de maîtriser tout ça, de maîtriser ses émotions et de sortir de ce cercle vicieux de la peur. Est-ce qu'il va complètement euh, à l'encontre de quelque chose de naturel en faisant ça? D'une certaine façon, oui. Parce qu'il essaie de s'en sortir de façon psychologique. Alors, on ne peut pas se sortir de quelque chose de psychologique de façon psychologique.
C'est un cercle vicieux, là. Alors, ça peut aider temporairement à développer une certaine observation d'un certain niveau, mais cette observation-là n'est pas suffisamment intelligente de la réalité systémique multidimensionnelle. C'est seulement quand l'être humain prend conscience de la réalité systémique multidimensionnelle, ce n'est pas un exercice intellectuel, c'est un exercice factuel dans la matière, dans le sens de l'expérience matérielle, dans le sens d'une intégration dans la matière. Autrement dit, au niveau de l'expérience pure de l'individu. Cet enregistrement que l'homme fait naturellement, il me semble, sans s'en rendre compte, est-ce que c'est un enregistrement qui se fait avec aucune pensée? C'est quelque chose qui se fait purement dans l'action, purement... c'est quelque chose de systémique, l'enregistrement. Ça se fait automatiquement. Tous vos programmes, tous les programmes de tout, finalement, de l'homme, des bacs, des végétaux, etc., se fait automatiquement. La fleur ne pense pas enregistrer ça. L'homme, quand il est jeune, il ne pense pas enregistrer ça. C'est pas une affaire qu'on pense, qu'on a besoin de penser. Ça devient automatique. C'est automatique. Autrement dit, l'enregistrement se fait dans une autre dimension, dans la cinquième, ce que j'appelle la cinquième dimension, ou ce que les ésotéristes et les gens spirituels appellent l'âme. Alors, ça se fait automatiquement. Le problème, c'est que l'ego, en acceptant la justification, la pensée, en amplifiant tout la réaction vibratoire créée par une certaine programmation de survie, par exemple, il va amplifier tout ça, il va activer tout ça, il va activer une certaine sorte de comportement. Donc, il va être dans une certaine intelligence relativement inconsciente. Alors, il va continuellement activer un sous-programme, si vous voulez, de peur, de crainte, de toutes sortes de choses comme ça. Alors, c'est pour ça que ça se maintient. Tant qu'il ne réalise pas qu'il active cette peur, cette crainte, etc., cette amplification-là, par le fait qu'il accepte la pensée qui vient avec la mise en vibration, parce qu'il a été programmé comme ça très jeune. Autrement dit, il n'avait pas conscience de ce qui se passait, et il embarquait dans la peur. La peur, c'est purement psychologique. La peur, c'est pas la mise en vibration. Mais l'ego ne fait pas cette différence-là. Voyez-vous, l'intelligence dans ce que je dis, pas que je suis intelligent, l'intelligence dans ce qui est dit. Dans le sens de l'intelligence au niveau de l'information, l'intelligence au niveau du système. Quand je parle comme ça, je suis intelligent du système. Donc, c'est à l'homme, c'est à vous, à devenir intelligent du système. Une fois que l'ego est intelligent du système, ou commence à l'être tranquillement, à travers l'expérience, c'est évident, et non pas intellectuellement seulement, c'est évident que l'information est importante, mais elle a une certaine importance de départ. C'est tout ce qu'elle a. Sans le reste, ça ne vaut rien. C'est l'accumulation de connaissances, c'est tout ce que ça fait. Alors. À un moment donné, l'homme doit se lancer carrément coupé avec toutes ces attitudes psychologiques et vivre une nouvelle expérience. Oui, mais vous dites couper. Il ne peut pas couper. C'est ça le problème. Il ne peut pas couper psychologiquement parce qu'il a décidé de couper. Ça ne se fait pas, ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça se fait, mais ça ne fonctionne pas longtemps. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est une intelligence différente, psychologique. L'intelligence réelle,
L'individu qui vit une intelligence réelle sait que il ne peut pas couper avec ça. C'est pas de couper, c'est de réaliser ce qui se passe. C'est ce qui va faire la coupure. Pas la même chose. C'est une résultante, la coupure. Voyez-vous? Oui. La différence, là. Alors, à ce moment-là, ben, oui. Oui. Moi, j'ai dit tout à fait tout ça. Oui. À ce moment-là, l'ego, par expérience, apprend à réaliser et réalise surtout que ça fonctionne d'une certaine façon. C'est dans l'expérience qu'il va savoir. Voyez-vous? C'est ça la différence entre savoir et connaître. Savoir, c'est l'avoir expérimenté suffisamment. On apprend de façon vibratoire. On apprend par répétition. On n'apprend pas par déduction seulement. La déduction permet par la suite la répétition. C'est la répétition de cette déduction et l'application, autrement dit la preuve, dans la matière qui fait que ça s'enregistre d'une certaine façon. Et ça nous appartient. Voyez-vous? C'est la même chose avec la danse, par exemple, une ballerine, elle va corriger ses mouvements. Si elle fait ses mouvements, si elle n'est pas consciente des mouvements qu'elle fait qui ne sont pas adéquats, une autre personne, une ballerine plus expérimentée, qui lui a montré comment danser, à ce moment-là, peut lui dire de corriger quelque chose, mais elle doit elle-même le corriger. Si elle acquiesce seulement à ce que l'autre personne dit, et n'essaie même pas de corriger ou est impuissante à corriger cette habitude de placer son pied d'une certaine façon, à ce moment-là, elle est dans une autre sorte d'intelligence. Donc, la personne qui lui montre est dans une autre sorte d'intelligence aussi. Voyez-vous? Mais, oui. C'est ce que vous appelez, c'est l'intelligence des programmes à ce moment-là. C'est l'intelligence systémique. C'est pas l'intelligence des programmes. Ça, oui, dans une certaine façon, mais j'appellerais ça plutôt l'intelligence systémique multidimensionnelle ou de l'intelligence multidimensionnelle. Voyez-vous? Et non pas, par exemple, l'intelligence des émotions. On ne peut pas être intelligent à travers les émotions. Voyez-vous? C'est pas intelligent, les émotions. Dans le sens que les émotions, c'est les peurs, les craintes, toutes ces choses-là. Autrement dit, c'est le fait que l'ego active des programmes et peut vivre des émotions très fortes ou n'a pas de contrôle sur l'énergie, sur ses mises en vibration. Même s'il essaie de contrôler ses émotions à partir d'une prémisse psychologique, même s'il connaît un peu la mécanique, ça va être très difficile pour lui de maîtriser tout ça. Parce qu'il baigne dedans. Il faut qu'il sorte de l'eau. S'il ne sort pas de l'eau, il va être mouillé. Il va demeurer mouillé. Alors, c'est pas évident parce qu'il doit à la fois, il baigne quand même dans une conscience évolutive, dans un monde psychologique. Il doit sortir de l'eau par l'expérience, mais il est complètement imbibé de ses attitudes psychologiques. Donc, il a tendance à les reproduire sans les voir en permanence. Exactement. Alors, c'est pas aussi facile que seulement enregistrer l'information. Il faut passer à l'action, il faut vivre des expériences, corriger, vivre, corriger. Et le plus facile, pour que ça soit plus facile, justement, il est préférable qu'une personne déjà éveillée puisse corriger le tir de la personne. Alors à ce moment-là, puis même là, c'est pas évident, parce que la personne a des habitudes. Toute sa vie, elle a eu des habitudes, certaines réactions, etc. Alors, c'est évident que lorsque l'ego est dans un automatisme quelconque, il ne voit rien.
S'il verrait, l'automatisme arrêterait, ou il y aurait quelque chose ça ralentirait l'automatisme. Regarde, je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui est en train de danser et qui suit la musique, il a du plaisir, etc. Et tout à coup, regarde ses pieds. Tout s'arrête. Tous les automatismes de la danse, du plaisir de danser s'arrêtent. C'est la même chose. C'est une observation psychologique de quelque chose qui est vibratoire. Dans le cas d'une personne qui regarde ses pieds, pas conscient de ce qui se passe. Alors c'est psychologique. C'est une observation. Et ça marche. Dans le sens que ça arrête. Si elle reste trop concentrée là-dessus, c'est trop préoccupée par ses pieds, par exemple, il y a une raison à ça. Voyez-vous? Mm-hmm. À ce moment-là, ben, elle ne peut pas continuer à avoir du plaisir à danser. C'est ce que le trac crée, cause, etc. Le trac, ce n'est pas la mise en vibration. C'est ce que vous faites avec par la suite. Autrement dit, ce qui se passe dans votre tête. Toutes les justifications que vous avez d'avoir peur de faire quelque chose en public, etc. Alors, l'ego doit prendre conscience. Voyez-vous? Il doit regarder ses pieds. Autrement dit, il regarde l'action vibratoire. Parce que l'émotion, c'est une action vibratoire à la base. Autrement dit, un automatisme, c'est purement vibratoire. Il n'y a pas de pensée là-dedans, dans un sens. Voyez-vous? Le problème, c'est que dans cette action vibratoire-là, ou cette réaction vibratoire-là, l'ego amplifie. Autrement dit, c'est comme une personne qui danserait et puis qui devient hystérique. Elle amplifie. Elle embarque trop dedans. On pourrait qualifier ça d'une personne qui est très émotive quand elle danse. Trop. Se roule à terre, elle fait tout là. Tu sais, elle suit le rythme, c'est évident. Mais c'est too much, là, c'est trop. Voyez-vous? Oui. Et vous parlez donc d'une observation qui fait arrêter l'automatisme. L'observation psychologique, est-ce qu'elle arrête l'automatisme par moment quand même? Oui, ça peut arrêter l'automatisme jusqu'à un certain point. Mais si la personne est dans des attitudes psychologiques, mais ça ne crée pas une permanence, il faut que la personne y pense constamment. Voyez-vous? Et il n'y a pas de... Comment je dirais ça? Il n'y a pas de permanence dans ça. Tandis que lorsqu'une personne est... regardez la différence. Une est le fruit d'attitudes psychologiques basées sur pas grand-chose, une certaine mécanique, mais pas très profonde. OK? Et l'autre est basée sur la connaissance ou l'information en rapport avec le système. Méchante différence, là. Il y a une énorme différence. Une est superficielle, l'autre est profonde. Une fois que l'ego est en mesure de voir ou de savoir le système, c'est beaucoup plus facile pour lui d'intervenir. Il n'a pas besoin de se motiver. Il sait. Il y a cette volonté-là. La volonté est déjà là, la volonté mentale est déjà là, de s'en sortir, puis etc. Alors, il n'y a pas à couper rien. Ça coupe parce qu'il observe. Voyez-vous la différence, là? Un est dans une sorte d'intelligence, l'autre, une autre sorte d'intelligence. Mais l'ego est tellement habitué à vivre la première intelligence dans le sens d'attitude psychologique. Autrement dit, pour lui, tout fonctionne de façon psychologique. Il n'a même pas conscience du fonctionnement vibratoire. Une certaine conscience, mais pas plus qu'il faut. C'est très superficiel.
Regardez la psychologie aujourd'hui, ou par exemple l'intelligence émotionnelle, c'est que ça. Tout le concept derrière l'intelligence émotionnelle, c'est très superficiel. On parle de déclencheur, oui, on parle de ci, mais on ne parle pas du système. On n'explique pas le système, on n'explique pas comment ça fonctionne, etc. C'est que des attitudes psychologiques. Parce qu'on connaît un petit peu de mécanique, là. Là, il faut être intelligent de ses émotions. Je pourrais appeler ça, ce que je parle, moi, je pourrais appeler ça de l'intelligence émotionnelle. Mais je ne peux pas appeler ça de l'intelligence émotionnelle. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui. Je comprends. Autrement, c'est un pas dans la bonne direction, dans un sens, mais c'est pas... c'est loin d'être final, là. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est des band-aids, là, temporaires. Et justement, quand l'homme commence à être informé du système, est-ce qu'il n'a pas tendance aussi à reproduire, à prendre l'information qu'il reçoit et à la passer par son psychisme et à toujours retourner dans des attitudes à partir de l'information qu'il reçoit? Oui, c'est normal, ça. Il se désinforme. Autrement dit, il essaie d'appliquer d'une façon psychologique de l'information qu'il n'est pas. Il va toujours faire ça. Ça fait partie. C'est ça de la résistance. Il le fait inconsciemment, mais c'est ça de la résistance. Alors, il essaie d'appliquer une intelligence systémique par une intelligence ou à travers une intelligence psychologique. Pas de la misère, il se met en initiation quand il fait ça. Autrement dit, il va souffrir jusqu'à temps qu'il réalise qu'il ne peut pas faire ça. Pour observer, pour en arriver à observer de façon multidimensionnelle, autrement dit, être dans l'intelligence de l'intelligence, de comment ça fonctionne, etc., l'ego doit en arriver à observer d'une certaine façon. Mais tant qu'il n'arrive pas à observer d'une certaine façon, il va continuer à observer de façon psychologique. Et tant qu'il continue à observer de façon psychologique, autrement dit, tant qu'il rentre dans l'automatisme, tant qu'il maintient l'automatisme de son observation psychologique, il ne peut pas commencer à vivre l'expérience d'une observation multidimensionnelle. C'est pas que c'est difficile d'observer multidimensionnellement. C'est pas difficile du tout. C'est que le problème, c'est l'observation, les habitudes à observer de façon psychologique. La résistance, autrement dit, à évoluer ou à passer à une autre sorte d'intelligence. C'est ça le problème. Comment il peut en arriver à développer cette observation multidimensionnelle? Il n'y arrive pas comme vous le pensez. Votre question, justement, c'est une question psychologique. Dire comment il va en arriver. Autrement dit, donnez-moi une recette. C'est quoi la recette? Il n'y en a pas de recette. La recette, si vous voulez, c'est l'expérience. Autrement dit, c'est la prise de conscience de ce qu'il fait. Je viens tout juste d'en parler. Une fois qu'il prend conscience suffisamment ou qu'il est en mesure de commencer à observer son comportement dans le sens qu'il est en résistance, autrement dit qu'il retourne dans ses habitudes psychologiques, à ce moment-là, il commence à observer de façon multidimensionnelle, donc il commence à vivre l'expérience d'une observation multidimensionnelle, autrement dit d'une autre sorte d'intelligence, plus systémique. C'est comme ça qu'il en arrive. Mais ça ne fait pas l'affaire, quand je dis ça, ça ne fait pas l'affaire de l'ego. L'ego évolutif, il veut une solution psychologique. Pas une solution réelle.
Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il se sent impuissant à le vivre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore intégré comment ça fonctionne. Il ne le sait pas. Il peut en connaître des bribes, il peut être informé là-dessus, mais fondamentalement, il ne le sait pas. Alors, il retourne tout le temps dans son comportement sécurisant, le plus sécurisant pour lui, qui est le comportement psychologique ou les habitudes ou les automatismes à fonctionner d'une façon psychologique, à penser d'une certaine façon, etc. Ou à voir la vie, la réalité d'une certaine façon psychologique. Limité, de surface. Est-ce que c'est le fait de réaliser qu'il est en perpétuelle résistance qui va le propulser dans une autre observation? Il doit réaliser la nature de la résistance, surtout. Pas seulement qu'il y a de la résistance, la nature de la résistance. Il doit être en mesure d'observer la nature de ou de la résistance en lui, inconsciente, qui devient consciente à ce moment-là. Et automatiquement, il ne pourra plus activer ce genre de comportement-là. Impossible. C'est comme avoir un marteau dans les mains et se donner un coup sur le doigt quand on tient le clou. Si l'ego ne le voit pas, c'est évident qu'il va se donner le coup de marteau. Quand vous donnez un coup de marteau sur un doigt, vous n'avez pas vu que ça s'est fait automatiquement. Mais si vous êtes en mesure de voir que vous avez un marteau, que vous avez le doigt sur le clou, ben là, vous ne donnerez pas le coup de marteau. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est l'expérience. Pas donner de coup de marteau ou donner un coup de marteau, c'est l'expérience. Pourquoi l'ego demeure englobé dans un comportement psychologique? Parce qu'il se donne tout le temps des coups de marteau, ses doigts. Il est habitué à faire ça. Il ne le voit pas. Il n'est pas en mesure d'observer qu'est-ce qui lui donne un coup de marteau ou ce qui lui fait mal, par exemple. Alors, c'est évident qu'il continue le même comportement puisqu'il ne voit rien. Ça change de forme, c'est pas toujours la même chose. Ça change constamment de forme. Mais lui, il ne s'attarde qu'à la forme. Alors, il suit les différentes formes que ça prend, il essaie de comprendre ça, il essaie de saisir le paradoxe. Mais justement, c'est paradoxal pour lui. Il ne peut pas, c'est difficile. La logique n'est pas très solide. Les bases ne sont pas très solides. Sa logique est adéquate, mais sur ce qu'il se base, il n'en sait pas assez, autrement dit. Il n'est pas suffisamment informé sur ce qui se passe. Donc, il est ignorant de ce qui se passe. Puis, il a toujours été, parce qu'il a toujours fonctionné à travers des automatismes. Mais il ne sait pas. Alors, l'information, c'est très important. La réalisation, c'est très important. Oui. À partir du moment où il est informé, est-ce que c'est quelque chose qui est voulu par palier? Comment il en arrive à savoir comment il est voulu et s'il est en observation multidimensionnelle ou non? Comment il arrive à savoir, voir la différence? S'il cherche à voir la différence, à savoir la différence, ça veut dire qu'il n'est pas dans l'expérience. Il va voir la différence seulement quand il va être en mesure d'observer la nature de la résistance. C'est aussi simple que ça. Autrement dit, réaliser, il va réaliser. La façon,
qu'est-ce qui l'empêche de passer à autre chose? Il veut passer à l'autre chose, mais il active tout le temps ses automatismes. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Et quand il prend conscience qu'il renouvelle en permanence, qu'il active justement tous ces automatismes, qu'il en prend conscience, est-ce que ça reste psychologique quand même, vu s'il n'arrive pas à passer à autre chose, à aller au-delà de tout ça? Exactement. C'est un départ, mais il doit aller beaucoup plus loin que ça. Il doit, comme je répète encore, il doit voir la nature, observer la nature de sa résistance. Tant qu'il ne sera pas en mesure d'observer la nature de sa résistance, ou au moment où ça résiste, où il retourne, il retourne dans sa boîte psychologique, si vous voulez, dans ses habitudes psychologiques, il ne peut pas s'en sortir, c'est évident. Même avec toute la connaissance du monde. C'est ça principalement qu'il doit voir, qu'il doit observer, en premier lieu. Quand vous parlez de la nature des résistances, est-ce que vous parlez en global finalement d'attitude psychologique? Qu'est-ce que vous appelez la nature de la résistance? C'est pas spécifique à une forme. C'est global dans le sens que c'est une façon de fonctionner que j'appelle une façon de fonctionner psychologique. Dont l'attitude psychologique fait partie de ça. Il doit commencer à reconnaître qu'est-ce que c'est fonctionner de façon psychologique. Pour ça, il a besoin de l'expérience multidimensionnelle. Là, vous allez me dire, comment il peut acquérir de l'expérience multidimensionnelle quand il est toujours constamment dans une conscience psychologique? C'est à travers l'expérience avec une personne déjà libre du psychologique, autrement dit une personne éveillée, qui va en arriver vibratoirement, tranquillement, s'il n'a pas trop de résistance, à voir cette différence-là. Commencer à voir la différence. C'est comme ça que ça commence. Par la suite, à cause de ce genre d'expérience-là, où il va être exposé à une personne, avec une personne, ou dans l'expérience multidimensionnelle, il va en arriver tôt ou tard à observer lorsqu'il fonctionne de façon psychologique. Et lorsqu'il établit donc ces échanges dont vous parlez avec une personne éveillée, est-ce qu'il crée un programme qui va l'aider par la suite? C'est évident que c'est pas aussi spécifique que ça, là. C'est l'habitude d'être en contact avec une personne qui parle un autre langage. C'est comme, par exemple, apprendre l'anglais pour un Français, par exemple, une personne qui est de langue française. Comment il va apprendre l'anglais? Par l'immersion. Autrement dit, s'il apprend la base, un peu la base, il ne parle pas encore l'anglais, il ne comprend pas tellement, puis il s'en va en Angleterre, par exemple, aux États-Unis. À ce moment-là, il va être immersé dans une mer anglophone. Alors, il va être mis en vibration parce qu'il ne comprend pas, etc. Et c'est ces mises en vibration-là qui vont faire qu'il va tranquillement, à cause de la base qu'il a, et continuer aussi à regarder dans son dictionnaire français-anglais, etc. Toutes ces expériences-là vont faire qu'un jour, à un moment donné, puis ça ne prendra pas tellement de temps, il va commencer à comprendre, il va commencer à s'exprimer, parce qu'il est obligé de s'exprimer. Voyez-vous? Il est obligé de comprendre pour survivre. Très différent. Là. Alors, à force de le faire, autrement dit la répétition, la constance et l'immersion, à ce moment-là, il va apprendre l'anglais.
C'est la même chose. On apprend vibratoirement, par immersion. Alors, ça prend absolument quelqu'un d'autre, si vous voulez, dans un sens, pour que l'ego en arrive à... Puis c'est comme ça que, de toute façon, l'homme évolue comme ça. Une civilisation, par exemple, va influer sur une autre, etc. Habituellement, dans l'ancien temps, si vous voulez, c'était par la conquête. Hein, les guerres, etc. Mais c'était l'influence, l'immersion totale dans une autre culture totalement différente. Et là, il y a des échanges interculturels, c'est évident. Il y a non seulement des échanges interculturels, mais il y a des échanges au niveau de, par exemple, des soldats qui mariaient qui mariaient des femmes d'une autre culture, etc. Alors, il va y avoir de l'influence. Il va y avoir de la résistance, mais il va y avoir aussi de l'influence. Mais là, il y a inconscience totale. Une grande différence entre vivre ça de façon inconsciente, totalement inconsciemment, et le vivre de façon consciente. Une personne qui est déjà éveillée, c'est très facile pour lui d'apprendre un langage, par exemple, ou d'apprendre quoi que ce soit. Il connaît la mécanique, il connaît le système, il sait comment ça fonctionne, il sait comment procéder. Mais ce n'est pas une procédure psychologique, là. Voyez-vous, là? C'est pas une recette comme telle. Il va vivre l'expérience d'une certaine façon. Il sait comment se laisser aller dans l'expérience, s'immerser dans l'expérience, répéter l'expérience. Si vous voulez une recette, absolument. C'est la répétition de l'expérience. Il faut qu'elle soit suffisamment ajustée, là. C'est ça le problème. Alors, le contact avec une personne déjà éveillée, c'est très important. C'est comme ça que l'homme évolue. C'est comme ça que tout évolue. Est-ce qu'il y a une part de mimétisme aussi qui a son importance? Le mimétisme fait partie de ce que je viens de parler. C'est très minime, le mimétisme. C'est une façon, c'est une... le mimétisme, c'est tout simplement le fait de la répétition. Ça se fait tout seul. Autrement dit, ça s'enregistre vibratoirement. Donc, ça crée des mini-programmes, ça crée des programmes, etc. Ça crée des automatismes. Que la personne en soit consciente ou pas. Si elle en est consciente, c'est plus facile. Ça va encore plus rapidement, etc. Mais le problème, c'est souvent que l'homme a, comme vous disiez tout à l'heure, il a besoin de se laisser aller, alors qu'il est tellement enfermé dans ses habitudes psychologiques qu'il a beaucoup de mal à se laisser aller à cette expérience-là. Oui, parce qu'il a besoin de se sécuriser constamment. Il est habitué à se sécuriser psychologiquement. C'est ça qui fait qu'il retourne tout le temps dans ses habitudes psychologiques, dans son système psychologique, si vous voulez. Ce que j'appelle sa boîte psychologique. C'est évident. Mais il doit réaliser ça. Une fois qu'il réalise, qu'il se prend les mains dans le sac constamment, à ce moment-là, il va se passer d'autres choses. Il n'activera pas autant ça. Il ne pourra pas le faire. Là, il va commencer à... Pourquoi? Parce qu'il l'observe. Il est en mesure de l'observer. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand vous parlez de réalisation, c'est suite à un grand nombre d'expériences qu'il peut réaliser, à un grand nombre d'observations. Comment ça se passe? Exactement. Il y a une accumulation. Une réalisation, c'est pas suffisant. Ça semble, pour l'ego qui fonctionne de façon psychologique, c'est extraordinaire, ça semble suffisant, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'il l'intègre, cette réalisation-là. Et le fait qu'il commence à l'intégrer, il va réaliser d'autres choses, puis d'autres choses, des couches de réalisation. C'est comme ça que ça fonctionne.
L'ego psychologique veut toujours se donner le crédit constamment. Il veut absolument avoir le crédit des choses, de son intelligence, etc., etc. C'est pour ça qu'il y a des difficultés dans la vie. On doit apprendre à fonctionner alors complètement différemment, plus dans quelque chose de plus facile, de plus naturel, En fonction du système. Il doit en arriver à être dans l'intelligence du système. C'est tout. Facile, c'est déjà là. Il fonctionne déjà à travers ça. Le problème, c'est son inconscient. Oui. Oui, il a donc simplement réalisé ce que vous disiez tout à l'heure, à prendre conscience de toutes ces résistances qui l'empêchent de voir la réalité en face. De prendre conscience de la façon, pas de la résistance particulière, ça c'est autre chose, mais de la façon qu'il est empêché de passer à autre chose. Autrement dit, la résistance étant le fonctionnement psychologique, quel qu'il soit, dans n'importe quelle forme qu'il soit, il y a à prendre conscience de ça. Il y a une vibration dans ça. J'en parle tout le temps. Là. Depuis le début, on en parle et j'en parle d'une certaine façon. J'essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est un fonctionnement psychologique, qu'est-ce que c'est une approche psychologique et qu'est-ce que c'est une approche systémique. Voyez-vous? C'est ça qui est occulte. C'est ça qui est difficile pour l'ego à réaliser ou à absorber parce qu'il essaie tout le temps de prendre quelque chose qui n'est pas psychologique et de l'insérer dans sa boîte psychologique. Alors, c'est comme ça qu'il se désinforme tout le temps, de toute façon. Il doit réaliser ça. Prendre conscience. C'est ça, être conscient. Prendre conscience de ça. Être conscient, c'est pas seulement avoir une certaine conscience de l'univers, etc. C'est pas ça. C'est avoir conscience de comment ça fonctionne, le système, etc. Ses comportements, etc. Pourquoi? Être dans l'intelligence de ça. De cette sorte d'intelligence-là. Limitée, psychologique. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent quand même être à ce niveau-là, puisqu'elles pensent, elles sont en observation psychologique, elles pensent maîtriser leurs émotions, elles pensent entrer en relation avec l'autre, avoir des facilités pour communiquer, en ayant établi justement, comme vous disiez tout à l'heure, tout un tas de recettes. Mm-hmm. Ah, ça peut marcher, superficiellement, ça peut marcher pendant un certain temps, mais quand la grosse brique arrive, là, c'est une autre histoire. Parce que là, à ce moment-là, la mise en vibration est trop forte pour la capacité mentale de l'individu. L'individu étant dans une mentation inférieure, psychologique, n'est pas capable, n'est pas en mesure d'absorber ça. C'est difficile à absorber pour une personne éveillée. Imaginez une personne qui fonctionne de façon psychologique. Que ça prend tout le petit change pour être en mesure d'absorber des gros chocs de vie ou des événements importants. Alors imaginez. Même une personne éveillée peut perdre l'équilibre dépendant de l'expérience qu'il a. Voyez-vous? À vivre des gros chocs. À recevoir des grosses briques. C'est normal qu'il peut perdre l'équilibre momentanément. C'est comme un pugiliste. C'est la même chose. Il peut être décontenancé temporairement. Il peut recevoir un coup au visage, peut-être. Mais il va s'en remettre très vite, très rapidement. Il va être capable de contre-attaquer, s'opposer à recevoir un coup dans le visage.
Voyez-vous? Par sa vitesse, déjà ce qu'il a, les automatismes qu'il a déjà consciemment. Les arts martiaux, c'est basé là-dessus. Plus une personne est en mesure de pratiquer son art martial quelconque et qu'il développe en même temps des habiletés physiques, etc., la rapidité, les réflexes, etc., ça n'a plus d'importance qui vient vers lui. Voyez-vous? Il sait qu'il va retrouver, peu importe ce qui se passe, son équilibre. C'est ça. Il peut le perdre momentanément, mais il va reprendre très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il est habitué à réagir d'une certaine façon et il est conscient de ce qui se passe. Il est plus en focus sur le moment présent, justement. Il ne peut pas anticiper les coups. C'est la pire chose à faire. Il doit fonctionner purement vibratoirement avec l'énergie qui vient vers lui, les mouvements qui viennent vers lui. C'est tout. Plus il a pratiqué cet art-là, dans le sens d'expérimenter, de créer des automatismes en fonction de ses réactions, etc., de façon consciente, à ce moment-là, dans le combat, ça va être beaucoup plus facile pour lui. Il va avoir des réactions très rapides de défense et d'attaque. La boxe est basée là-dessus. Tous les sports sont basés là-dessus. Pas obligé d'être un sport de combat. C'est la rapidité de la réaction. Tennis. La danse, la même chose. Oui, c'est quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, qui s'acquiert dans l'expérience. Exactement. Oui. Puis la correction. C'est toujours l'erreur, la correction de l'erreur. Qu'est-ce qui fait, par exemple, un athlète supérieur à un autre? C'est sa capacité de s'automatiser et de corriger ses erreurs constamment, que ce soit le golf, que ce soit n'importe quoi, tennis. Il corrige tout le temps les erreurs, il pratique constamment. Mais la pratique seulement, sans la prise de conscience de l'erreur, et la correction, ça ne vaut pas grand-chose. Je sais qu'il y a des athlètes plus évolués que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils ont conscience du système nécessairement, mais ils ont une certaine conscience de la constance qu'ils ont la persévérance qu'ils ont à implémenter dans leur conquête, si vous voulez, de la médaille d'or, etc. aux Olympiques. Il y a quelque chose qui les motive. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des programmes particuliers, le besoin de se valoriser à ce point-là. Alors l'ego fait des sacrifices que d'autres personnes ne pourraient pas faire. Parce qu'il est programmé comme ça, etc. C'est pas tellement conscient ce que les gens font, même s'ils deviennent des athlètes extraordinaires. Ils sont motivés par toutes sortes de programmes. Ils sont prédestinés, si vous voulez, à cause de ces programmes-là. Autrement dit, il y a un plan de vie très particulier qui a été imposé à eux. Oui? Vous parliez tout à l'heure de motivation. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'une mise en vibration et de motivation. Il y a beaucoup de personnes qui s'attachent à leurs émotions, qui ont besoin de leurs émotions parce que leurs émotions vont les motiver, justement. Est-ce que vous pourriez faire un peu le clair dans le mécanisme, dans ce qui se passe à ce niveau-là? Ben, c'est parce qu'ils sont dans une volonté psychologique. Ils sont dans une volonté émotive, justement. Ils sont, autrement dit, dans une volonté automatisée.
Alors, ils ne peuvent pas agir autrement que ça. Quand ils en prennent conscience jusqu'à un certain point, ben, ils amplifient tout ça. Autrement dit, ils ne peuvent pas fonctionner en dehors de ça. Ils ne peuvent pas avoir de motivation autre qu'une motivation émotive. Autrement dit, automatique. S'il ne... Pardon? Est-ce que c'est pour ça que l'homme il a tendance à tellement s'accrocher à ses émotions? Oui, parce que c'est... L'homme ne comprend pas, ne saisit pas qu'est-ce que c'est tout l'apparatus émotif. Qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Il est inconscient du système. Alors, c'est pour ça qu'il s'attache à ses émotions, ça fait partie de sa vie, ses émotions. Ce qu'il appelle ses émotions. Mais j'ai toujours dit, je fais une différence entre une mise en vibration et une émotion. Une mise en vibration, c'est créé par un programme, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que l'ego active tout ça, autrement dit, acquiesce à tout ça. Dans le sens qu'il active la programmation, autrement dit, qu'il vive l'émotion, autrement dit, l'amplification. C'est-à-dire qu'il accepte la justification qui le lie au ressenti, qui est lié à l'événement. Voyez-vous? C'est ça qui motive les gens émotivement. Une relation entre la mise en vibration et l'événement pour eux. Ils font que cette relation-là. Alors, ils trouvent une bonne raison. Alors, ils se motivent continuellement, émotivement, comme ça. Ils sont dans une façon de fonctionner, c'est tout. Alors, ils ne peuvent pas faire autrement. Et à cause de circonstances dans leur vie, par exemple, ça peut être quelqu'un qui leur a parlé de ça, etc. Ils vont essayer de se servir de ces émotions-là. Le problème, c'est que quand ils font ça, c'est qu'ils nourrissent le même système qui crée les émotions négatives. C'est ça le problème. Dans les émotions positives, ça va jusqu'à un certain point. Mais même les émotions positives peuvent amener un facteur négatif. C'est too much, par exemple. Si vous avez tellement de joie que vous roulez à terre, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Là, c'est exagéré, là. Ça va amener quelque chose de négatif, des réactions négatives de gens qui vous regardent vous rouler à terre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça nourrit, c'est pas dans ce sens-là que je dis ça nourrit le processus ou le système émotif, mais dans le sens que ça nourrit tout le système d'activation, si vous voulez. Ça l'empêche l'ego de prendre conscience de ce que c'est, tout ça. Alors, ça nourrit aussi les émotions négatives. Autrement dit, la capacité d'avoir des émotions négatives. Puis ça, il y en a. Des peurs, etc. Plus une personne, par exemple, développe sa capacité intellectuelle, développe sa capacité de concentration, magnétisation d'une forme quelconque, plus il est sujet aux émotions négatives ou positives. Parce qu'il y a une grande capacité d'amplifier, de magnétiser une forme particulière. Donc, il s'accroche aux formes. Ça a du sens, ça a trop de sens pour lui. Voyez-vous? Donc, il n'est pas en mesure de voir au-delà le système, comment il est en train de se faire prendre. Parce qu'il s'accroche trop à la forme. Elle s'accroche trop aux formes que prend ses peurs, ses craintes, etc. C'est correct d'anticiper certaines choses à certains moments, mais pas trop.
Si une personne anticipe beaucoup trop, ben à ce moment-là, elle ne vit pas dans le présent, elle vit dans le futur, dans le passé, etc. Donc, elle spécule sur le futur. Si vous êtes tout le temps, ou si une personne est tout le temps dans la spéculation du futur, elle ne vit pas le présent. Elle n'est pas en mesure de juger du présent. Donc, elle n'est pas dans son intelligence réelle. Elle est dans une autre sorte d'intelligence à ce moment-là. Parce que ça a du sens pour elle, ça. Voyez-vous? Ça a du sens de se protéger d'événements futurs pour elle. Mais pour une personne éveillée, ça n'a pas de sens. Voyez-vous? Mais la personne éveillée se sent en sécurité, donc elle n'a pas cette attitude-là. Elle se sent en sécurité parce qu'elle n'a pas ce genre de comportement-là. Et elle est en mesure de voir à travers ça. C'est pour ça qu'elle est en sécurité. Elle est en mesure de voir à travers tous ces genres de comportements-là. Elle est en mesure de voir la réalité de ce qui se passe. La réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière ce qui se passe. Derrière ses propres réactions, etc. Elle est en mesure d'analyser ça, d'observer ça. Donc d'être détaché de ça. Et non pas être dans l'attitude d'être détaché de ça. C'est ça la différence. C'est ça être dans l'intelligence de l'intelligence. Durant cette émission, nous découvrons que l'homme n'est pas dans son intelligence réelle, mais dans l'intelligence de sa programmation. De ce fait, il baigne en permanence dans une mer psychologique qui l'empêche d'acquérir un sens d'observation multidimensionnel. Tant que l'être humain sera ignorant de la mécanique systémique, il continuera à alimenter tous ces automatismes psychologiques qui le maintiennent dans l'impuissance et l'insécurité. L'homme actuel vit dans un monde d'émotions qui le prédestine à être la proie des événements dans sa vie. Tout cela l'amène à souffrir psychologiquement, à être malade et à vieillir rapidement. La donne ne change que lorsqu'il commence à s'informer sur les rouages multidimensionnels de la mécanique systémique. Une fois qu'il a acquis cette information, il peut alors commencer à développer une autre sorte d'intelligence qui lui permettra de voir ce qui se passe réellement dans sa vie. C'est en vivant cette expérience multidimensionnelle au contact d'une personne éveillée qu'il pourra commencer à se maintenir en dehors de ces automatismes psychologiques. L'homme a donc à réaliser la différence entre l'intelligence psychologique et l'intelligence multidimensionnelle. Il a à transmuter sa capacité d'observation psychologique en capacité d'observation multidimensionnelle. Cela lui permettra de prendre enfin les rênes de sa destinée et de commencer à devenir réellement humain, c'est-à-dire l'homme nouveau. Alors, êtes-vous prêt à vivre cette expérience? L'enjeu est de taille. Il s'agit ici de la libération de votre souffrance psychologique et de l'acquisition d'un savoir et d'une capacité d'observation supérieure qui vous permettra de commencer à vous sentir maître de votre vie en utilisant le système au lieu de continuellement le subir. Nous vous proposons des ateliers et des consultations privées qui vous donneront accès à cette opportunité. À vous d'y voir. Au revoir et à bientôt pour une prochaine émission.